Bonjour, je m'appelle Loris Moya. Vous m'avez normalement déjà vu en D3 ou en D4 pour les conférences de maladies infectieuses. On va maintenant faire ensemble un dossier indifférencié. Donc l'histoire est celle d'un homme d'âge jeune, il a 32 ans, qui est amené aux urgences ce soir par son épouse pour des troubles du comportement. Tout a commencé hier soir, c'est un début aigu, lorsque Monsieur T s'est plaint d'odeurs bizarres. Des troubles olfactifs étranges, on n'a pas trop l'habitude d'être confronté à ça, on continue. Il est ensuite allé se coucher plus tôt que d'habitude et eu un sommeil agité, très bien. Madame T, devant partir au travail très tôt le matin, elle n'a pas vu son époux au réveil. C'est seulement le soir en rentrant qu'elle l'a retrouvé déambulant dans leur domicile. Bon là il commence clairement à avoir des troubles du comportement. Il était encore en pyjama et tenait des propos incompréhensibles. Ok. À l'examen, on retrouve une fièvre à 39,1 degrés, c'est probablement une cause infectieuse, une fréquence cardiaque à 95, c'est pas très inquiétant, une pression artérielle à 130-90, tout va bien, et une saturation en oxygène à 98%. Donc il a de la fièvre, il a un tableau neurologique inquiétant, mais il a des constantes assez rassurantes par ailleurs. Votre patient est indifférent, parfois somnolent, et il répond à votre question par un jargon incompréhensible. Ah, là ça commence à nous parler un peu plus en termes d'anomalie neurologique. Il a une jargonophasie et il est éventuellement anosognosique, il est éventuellement indifférent à nous, il a une incompréhension de ce qu'on lui raconte. Il est droitier, très bien, ça nous renseignera sur éventuellement les localisations de ces problèmes. Il n'exude pas les ordres simples et vous retrouvez un déficit du champ visuel droit. Alors, on a un déficit du champ visuel droit qui est bilatéral au doigt. Bon, ça aussi, ça est bien, ça nous évoque une hémianopsie latérale hominime droite. On note enfin un syndrome mélangé. Les réflexes ostéotendineux sont présents, il n'y a pas d'atteinte périphérique. Les RCP sont en flexion, il n'y a pas d'atteinte médulaire. Donc, on a une espèce d'aphasie, en fait, avec jargonophasie et trouble de la compréhension. On a une hémianopsie latérale droite, homonyme. On a de la fièvre et on a des troubles de comportement, tout ça de début brutal. En dehors du syndrome méningé, faites l'analyse sémiologique des troubles neurologiques retrouvés. Où situez-vous la lésion? On va reprendre ça en détail. Il s'agit en fait d'une aphasie de Wernicke devant les troubles de la compréhension, la conservation de l'affluence verbale, c'est un patient logorique, l'anosognosie des troubles et la jargonophasie. Bon, c'est un tableau typique et relativement complet, ça pose pas de problème. Ensuite, on a plus compliqué une apraxie idéomotrice. Le patient a des difficultés, même une impossibilité à exécuter les ordres simples. Enfin, on en a déjà parlé, concernant les troubles visuels, il s'agit d'une hémianopsie latérale hominide droit, parce qu'on a un déficit du champ visuel droit dans les deux yeux. Plus compliqué, on est en droit de suspecter des crise comiciale partielle temporale interne. Ça, c'était plus dur, c'est moins coté, mais on pouvait le suspecter devant la présence d'hallucinations sensorielles olfactives, ces espèces de troubles olfactifs étranges qu'on n'a pas de possibilité d'expliquer au début, mais qui, après avoir pris conscience de l'ensemble du tableau clinique, peuvent nous évoquer des crises comiciales partielles temporales internes. C'était assez dur à trouver, il n'y a pas besoin de s'inquiéter si vous ne l'avez pas mis. Donc on évoque devant ces atteintes une lésion neurologique centrale et hémisphérique car il y a une atteinte des fonctions supérieures. Elle est temporale, l'aphasie de Wernicke est en faveur et elle est gauche, on le sait parce que l'hémianopsie latérale homonyme est droite et parce que chez ce patient droité, on a une partie du syndrome de l'hémisphère majeur par ailleurs. Question 2. Quel tableau clinique évoquez-vous en tenant compte de l'ensemble des éléments cliniques justifiés? Donc, il avait un syndrome méningé
fébrile, il a plusieurs lésions encéphalytiques, il a une méningo-encéphalite infectieuse. Le syndrome méningé fébrile, les déficits neurologiques centro-hémisphériques, en fait la présence d'une lésion centrale hémisphérique et la présence d'une fièvre. Question 3, question plus de cours. On se demande quels germes sont potentiellement en cause et on nous demande de les classer en bactéries, virus, parasites. Donc en fait là on nous aide un peu parce qu'on aurait pu se précipiter pour parler uniquement des bactéries ou uniquement des virus parce que dans ce cas clinique on est quand même plus sur un truc viral et ne pas penser par exemple aux parasites qui sont pourtant dans certains contextes il est vrai mais de bons pourvoyeurs de méningo-encéphalite. Donc les bactéries, il faut savoir penser aux mycobactéries, notamment aux bacilles de Koch. Ça peut être une tuberculose, mais en général, la tuberculose, c'est quand même un début plus progressif. Là, on a un truc assez explosif en 3 jours. Ça risque pas d'être ça. Il faut penser à l'Listeria monocytogène, qui est un bacille gram-positif. C'est un énorme pourvoyeur de méningo-encéphalite infectieuse. Il donne aussi plutôt des tableaux de rhomboencéphalite. Néanmoins, une méningo-encéphalite infectieuse doit faire toujours évoquer et traiter l'Listeria monocytogène. La maladie de Lyme et les autres leptospiroses peuvent être en cause, mais ne sont pas des étiologies très fréquentes. De plus, elles ont régulièrement un contexte. Pour les virus, l'herpès simplex virus HCV est un énorme pourvoyeur de méningo-encéphalite, comme vous le savez. Il faut savoir aussi penser à VIH en primo-infection, et puis aux autres virus, un autre herpès virus, le VZV, l'antérovirus. Donc retenez bien pour les bactéries, surtout la tuberculose et l'hystéria, l'hystéria+++. Pour les virus, surtout HSV et VIH quand même. Pour les parasites, et là c'est important de le savoir, Plasmodium falciparum est un pourvoyeur de méningo-encéphalite. Il est à évoquer devant la moindre notion de voyage en pays tropical, de retour de voyage ou de facteur de risque de paludisme. Bon, Cryptococcus neoformans, c'est surtout histoire d'en mettre un autre. Là, c'est quand même moins tombable. Question 4. Quelle est votre prise en charge thérapeutique aux urgences ? Donc on est face à un tableau de méningo-encéphalite infectieuse, d'évolution aiguë, et on n'a pas d'argument étiologique très fort, hormis l'âge et l'état général antérieur adapté du patient. Donc c'est une urgence thérapeutique, on informe le réanimateur, parce que effectivement actuellement ça va bien, il a des paramètres vitaux stables, mais une méningo-encéphalite ça peut partir en sucette à tout moment, donc on se couvre, on appelle le réanimateur, on met en place un monitorage cardio-tensionnel respiratoire continu et des VVP que je n'ai pas marqué ici, mais qu'il faut poser. Bon, pas beaucoup de points pour tout ça. Par contre, les points ils sont sur un traitement probabiliste. On ne peut pas se permettre d'attendre une preuve bactériologique ou virologique, d'autant plus qu'à chaque minute, j'ai envie de dire, qui passe, il se fait bouffer un peu plus de son cerveau, le pauvre monsieur de 32 ans. Donc on met en route un traitement antiviral probabiliste devant une méningo-encéphalite toujours. De la cyclovir IV, il en aura pendant 21 jours si le diagnostic est retenu. On le débute sans attendre les résultats, car le délai de prise en charge est un facteur pronostic majeur. Plus on attend, plus il se fait bouffer son cerveau. Et on met en route un traitement antibiotique probabiliste actif sur l'Listeria monocytogène, toujours devant une méningo-encéphalite. Après réalisation des prélèvements bactériologiques, on lui propose amoxicilline, gentamicine, IV. C'est important de couvrir les deux. Ensuite, il a des lésions cérébrales, il est à risque de les aggraver par des réponses d'origine systémique, donc on fait une lutte contre les axos, les agressions cérébrales d'origine systémique. Donc une lutte contre les axos, c'est quoi ? C'est une lutte contre la fièvre, antipyrétique type paracétamol, 1 gramme toutes les 6 heures IV. C'est une lutte contre l'œdème cérébral, donc un décubitus dorsal, proclive à 30 degrés pour faciliter le retour veineux. C'est une oxygénothérapie nasale en lutte contre l'hypoxie pour SAO2 supérieur à 96%. C'est une lutte contre les crises comiciales si elles sont présentes. Là, elles sont suspectées, ça se discute.
c'est l'administration d'antiépileptiques. Par ailleurs, en fonction des résultats paracliniques, il faut maintenir une normoglycémie, c'est très important, donc insuline si hyperglycémie, une normonatrémie et une normocapnie. Tout ça, c'est les 7 mesures, la fièvre, l'œdème cérébral, l'oxygène, la crise comiciale, la capnie, la glycémie et l'anatrémie, les 7 critères qui doivent être bien réglés nickel en cas de lésion cérébrale. Ensuite, l'indication des traitements anti-infectieux, il n'y a pas de point là, c'est pour votre information. On la réévaluera après avoir récupéré les résultats bactériologiques et les résultats morphologiques qui nous permettront une orientation diagnostique. Enfin, on surveille ce patient parce qu'on l'a dit, il est à risque de se dégrader. Les paramètres vitaux, le score de Glasgow surtout, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation d'oxygène, rien de bien fou. Et puis les signes neurologiques, il a déjà des signes neurologiques focaux, on surveille leur évolution et l'apparition de nouveaux signes neurologiques. Question 5. Quels examens demandez-vous? Dans quel ordre et dans quel délai? En fait, c'est un complément de votre prise en charge thérapeutique aux urgences. Donc, quelle est votre prise en charge diagnostique aux urgences et comment vous organisez tout ça? Donc, ok, c'est en urgence, on n'attend pas les résultats pour traiter. C'est des phrases bêtes, c'est des phrases importantes, il peut y avoir un zéro calé là. En fait, en pratique, comment ça se passe? Le patient, il arrive, il est en piteux état, on n'a pas le temps d'attendre les résultats paracliniques pour mettre en route un traitement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prélève immédiatement un bilan biologique standard, même standard plus, assez exhaustif. Donc un hémogramme, une CRP à la recherche d'un syndrome inflammatoire, une hémostase TPTCA en gardant dans un coin de la tête, ça peut constituer une contre-indication à l'APL. On peut rechercher une CVD également. Une glycémie, une protidémie, si jamais on arrive à faire une PL, ça nous aidera à l'interpréter. Il y a des risques de SIA2H par lésion de la post-hypophyse, et puis de toute manière, dans le cadre de l'évaluation de l'état d'hydratation et dans le cadre de la lutte contre les axoses, il faut connaître l'anatrémie. Donc on demande un ionogramme sanguin. On demande par ailleurs un bilan préthérapeutique avec une fonction rénale, un bilan hépatique. Bon, ça c'est la bio un peu standard. Après, on lance en urgence le bilan antibiotique, le bilan infectieux, pardon. Donc on prélève 2 paires d'hémoculture, qu'on ensemence sur milieu aéro-anaérobie. Si possible, on prélève une BU et un ECBU, mais on n'attendra pas des heures que le patient pisse. On prélève, là c'est un peu vache, il n'y avait pas vraiment de contexte, frottis sanguin, coup de tétès, faut y penser. Éventuellement, une sérologie VIH 1 et 2, c'est déjà moins urgent. Une fois qu'on a prélevé de la bio, on envoie le patient passer une imagerie cérébrale. Donc en pratique pour les méningites et les méningo-encéphaliques, surtout pour les méningites d'ailleurs, vous avez une conférence de consensus qui explique que si l'imagerie cérébrale peut être disponible dans les 90 minutes, suivant le début de la prise en charge, vous pouvez envoyer le patient à l'imagerie cérébrale. Donc si elle est disponible dans les 90 minutes, vous pouvez l'envoyer à l'imagerie cérébrale sans lui administrer les antibiotiques au préalable. Et comme ça, éventuellement, si ça élimine une contre-indication à l'APL, vous pourrez faire la ponction lombaire et mettre les antibiotiques après. En pratique, quand vous avez un tableau comme ça qui présente des signes neurologiques focaux, c'est-à-dire une contre-indication a priori à la ponction lombaire, je vous conseille de dire que vous prélevez la bio standard et un bilan bactériaux standard, puis vous mettez les antibiotiques avant de l'envoyer à l'imagerie cérébrale, en considérant que ça va prendre plus de 90 minutes, et c'est le cas en général. Ensuite, il va passer son imagerie cérébrale, un scanner cérébral, ou mieux si disponible, une IRM cérébrale, sans et avec injection de produits de contraste, qui recherche bien sûr des contre-indications à la ponction lombaire, un début d'engagement, des effets de masse, et des arguments étiologiques, on verra ça ensuite. Puis il revient de son imagerie cérébrale, et on a déjà initié le traitement. Tant pis, c'est pas grave. S'il n'y a pas de contre-indication, donc, c'est-à-dire qu'on a fait l'imagerie cérébrale
et qu'on a éliminé toute contre-indication liée à l'imagerie cérébrale et qu'on a éliminé d'autres contre-indications type instabilité hémodynamique ou trouble de l'hémostase, on réalise une ponction lombaire. En dernier, et tant pis si on a déjà mis en route les antibiotiques et surtout l'antiviral, et cette ponction lombaire, on envoie classiquement le liquide céphalorachidien dans tous les labos, la cytologie, la bactériologie. On a vu que BK pouvait être incriminé, la mycobactériologie, Bioche. On a vu qu'il pouvait y avoir une histoire de palu, la parasitologie. Et on pense à demander la PCR-HSV, qui est un de nos principaux suspects actuellement. Et les autres PCR, moins importants, VZV, entérovirus. D'accord? Donc c'est vraiment, le patient arrive, on lui prélève une biostandard, on lui met en route le traitement, on l'envoie à l'imagerie, et ensuite, selon l'imagerie, on lui fait l'APL. C'est valable pour les méningoencéphalites, pour les méningites infectieuses, avec des contre-indications à l'APL de type signes neurologiques focaux. En deuxième intention, dans le contexte de hallucinations olfactives qui sont suspectes de crise comiciale partielle, on pourra faire un EEG. Ça, par rapport à l'IRM et l'APL, vous comprenez bien que c'est quand même secondaire, mais c'est bien d'y avoir pensé. Question 6, vous avez réalisé une imagerie cérébrale, interprétez-la. Donc on est bel et bien face à un scanner cérébral, vous avez l'os qui est vachement blanc ici, et puis l'image n'est pas de qualité excellente, c'est pas un IRM. Pour ceux qui avaient vraiment du mal, vous pouvez voir qu'il y a marqué TDM sur l'image, vous êtes tranquille, c'est bien un scanner cérébral. On l'interprète, on regarde si c'est symétrique des deux côtés, et on voit que non. Ici il y a un truc, qui est une hypodensité cortico-sous-corticale, au niveau du lobe temporal gauche, et puis on remarque qu'il y a aussi une petite hypodensité ici à droite. J'ai oublié de vous le préciser, mais on voit que c'est injecté. Vous avez là, hop là, pardon, là, là et là, un peu de produit contraste qui vous montre que c'est bel et bien injecté. Donc il s'agit d'un scanner cérébral injecté avec des hypodensités bilatérales, une grosse hypodensité temporale gauche et une petite hypodensité temporale droite, qui sont des hypodensités parenchymateuses cortico-sous-corticales. On le dit, il s'agit d'un scanner cérébral en coupe transversale, 2 points. Il y a injection de produit de contraste. On voit l'hypodensité, qui est cortico-sous-corticale, temporale et gauche. Il y a une discrète hypodensité temporale droite associée. Donc cette lésion, au passage, est très compatible avec la clinique. On précise, mais c'est moins important, que le reste du parenchyme cérébral est sans particularité et que les structures ventriculaires sont bien en place. On conclut toujours après avoir interprété de manière sémiologique un examen, c'est en faveur d'un aspect de méningo-encéphalite herpétique. Les lésions temporales sont très évocatrices de méningo-encéphalite herpétique. Si vos résultats concordent avec ceux de l'imagerie cérébrale, quelles anomalies biologiques vous attendez-vous à retrouver? C'est-à-dire, si vos résultats biologiques concordent avec une méningo-encéphalite herpétique, qu'est-ce qu'on attend à la biologie? Bon, on retrouve des signes aspécifiques de méningo-encéphalite herpétique, c'est-à-dire des signes de syndrome inflammatoire biologique, hémogramme plaquette, CRP. C'était pas ça que je voulais coter. Ce qu'il fallait coter, c'était qu'on attend que les hémocultures soient négatives. Ça, c'est important. Il s'agit d'une méningo-encéphalite herpétique et non pas d'une méningo-encéphalite à Listeria ou à autres bactéries. Le point essentiel du diagnostic, c'est la ponction lombaire. On détaille le résultat attendu de notre ponction lombaire. On en attend une méningite lymphocytaire et on explique méningite car plus de 5 éléments par millimètre cube, lymphocytaire car plus de 50% de lymphocytes. On l'attend normoglycorachique avec plus de 2,5 millimoles par litre ou plus de 50% de la glycémie qu'on aura demandé.
On attend une hyperprotéinorachie modérée, supérieure à 0,3 ou à 0,5 g par litre. Et on attend une PCR à HCV positive, qui sera l'élément de diagnostic. Enfin, il n'y aura pas de germe, ni au direct, ni en culture. On pense au signe négatif. On a pensé au signe négatif pour les hémocultures. On y pense dans l'APL. Question 8. 5 heures après son arrivée aux urgences, l'infirmière, affolée, vous appelle car Monsieur T va mal. Ce dernier geigne de manière incompréhensible. Il ouvre difficilement les yeux à la stimulation douloureuse. Et il retire son bras droit de manière inadaptée lorsque vous lui pincez le doigt. Donc on a à la stimulation douloureuse une réponse incompréhensible, verbale, une ouverture des yeux et une réponse motrice inadaptée. On sent arriver la question. Question 8. Quel est votre score de Glasgow? Détaillez la suite de la prise en charge. Donc le score de Glasgow, il est à 8. J'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. S'il y en a eu, c'est pas grave, il a encore temps de potasser ça. Mais ça, c'est une question qui tombe régulièrement. Moi, je me trompais jusqu'à pas longtemps avant les ECN. Mais vous ne trompez pas, si jamais ça tombe aux ECN, vous en voudrez quand même longtemps, je pense. C'est quand même pas très compliqué. Donc, le score de Glasgow, il est ici à 8. Les yeux, s'il les ouvrait pas, c'était 1. Il les ouvre à la stimulation douloureuse, c'est 2. Pour ce qui est de la parole, s'il n'arrivait pas à parler, c'était 1. Il arrive à gémir de manière incompréhensible à la stimulation douloureuse, c'est 2. Pour la réponse motrice, je vous rappelle, s'il n'avait pas bougé, il y aurait eu 1. Il y aurait 2 points en cas de réaction de décérébration à la stimulation douloureuse, 3 points en cas de réaction de décortication à la stimulation douloureuse. Il y a ici 4 points pour une réaction inadaptée d'évitement à la stimulation douloureuse. Donc, ma prise en charge, c'est les mesures d'un coma. On transfère en réanimation. On s'assure de la liberté des voies aériennes supérieures. Ce par une intubation orotrachéale avec ventilation artificielle. Et on recherche une étiologie qu'on peut éliminer rapidement. Le plus important, tout signe neurologique aigu doit bénéficier d'une glycémie capillaire. J'espère qu'on vous l'a rabâché et que c'est clair pour vous. C'est un zéro potentiel qui est vraiment bête et méchant. Il faut demander une imagerie cérébrale de contrôle pour vérifier que ce n'est pas une évolution des lésions d'herpès. Et demander un électroencéphalogramme pour vérifier que ce n'est pas un état de mal épileptique non convulsif. Le plus important ici, c'est les mesures respiratoires et la glycémie capillaire. Question 9. Son état neurologique s'améliore et M. T est transféré en salle. Quelles complications doit-on craindre à court et à long terme? On est en fait face à la question complication d'une lésion cérébrale plus ou moins quelconque. Et avec un peu de méthodo, vous rajouterez d'autres complications. Donc complications à court terme d'une lésion cérébrale quelle qu'elle soit, et plus particulièrement quand même d'une lésion cérébrale à herpès. Donc complications à court terme de quasiment tout, c'est le décès, on y pense, là il n'y a quand même pas de point. Crise comiciale, on y pense, mais on l'a déjà suspecté, il n'y a pas de point. SIADH, on en a parlé tout à l'heure, par lésion de la post-hypophyse, ça peut arriver, il faut le mentionner. Et là, un peu de méthodo, on lui a donné un traitement qui est pas complètement bénin, mine de rien, de l'acyclovir à forte dose, donc il y a des risques d'allergie et surtout, il y a des risques de néphrotoxicité. Bon, un point. Ensuite, et c'est le plus important, les complications à long terme. Qui a crisé, crisera. Le patient est à haut risque d'épilepsie séquelaire. Il a eu des lésions cérébrales qui vont peut-être faire un peu de fibrose, qui enverra des décharges de temps en temps. Il s'est fait bouffer une partie de son cerveau. Il n'est pas du tout exclu, pour le pauvre, qu'il ait des séquelles cognitives et comportementales, ou un syndrome de Korsakoff avec des troubles amnésiques. Enfin, il peut garder des déficits centraux et un diabète insipide central. Voilà. En conclusion, quelques réflexes. Devant un syndrome méningé fébrile, s'il y a des troubles du comportement, des troubles de la conscience ou des troubles neurologiques focaux, il faut que vous connaissiez bien la conduite à tenir, qu'on a vu, diagnostic et thérapeutique, en plusieurs étapes, c'est hiérarchisé.
il y a la conférence de consensus qui vous explique la place de l'imagerie et l'histoire des 90 minutes. Ayez ces réflexes-là, devant un syndrome méningé fébrile avec des signes associés type troubles du comportement de la conscience ou signes neurologiques, il faut couvrir l'herpès avec de la cyclovir en toute urgence, il faut couvrir l'hystéria monocytogène et il faut penser au palu dès qu'il y a un contexte. On fera toujours l'imagerie cérébrale avant la réalisation d'une PL. Il y a une conférence de consensus sur les méningites infectieuses qui vous explique dans quelle situation il faut réaliser la ponction lombaire, l'imagerie cérébrale avant la ponction lombaire. Cette conférence de consensus date de 2008, rédigée par la SPIF, et ces indications sont à bien connaître. Les items abordés dans ce dossier étaient l'item 84, infection à herpès virus de l'enfant et de l'adulte immunocompétent, l'item 96, méningite infectieuse et méningoencéphalite, l'item 173, prescription et surveillance des antibiotiques, l'item 192, déficit neurologique récent, et l'item 230, coma.